Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Lily n'a rien demandé, sauf une chance pour son frère. New York. Février. Les trottoirs glacés avalaient les pas pressés des citadins, et le vent coupait la peau comme des lames. Le ciel était d'un gris sale, bas, lourd, comme s'il pesait sur les épaules de la ville tout entière. Les klaxons des taxis se mêlaient au grincement des pneus sur la neige durcie, et personne ne semblait remarquer la silhouette recroquevillée contre un mur de briques, entre deux bennes à ordures. C'était un matin comme tant d'autres pour Lily Parker, 12 ans, vêtue d'un manteau trop petit pour elle, les genoux serrés contre la poitrine, une couverture élimée sur ses jambes. Dans ses bras, son petit frère Sam, 6 ans, dormait encore. Sa respiration était calme, presque imperceptible, malgré le froid mordant. Il avait le visage enfoui contre elle, les mains rougies par le gel, mais toujours accroché à un vieux carnet de dessins à moitié déchiré. Lily frissonnait, mais pas seulement à cause du froid. C'était la fatigue aussi. L'épuisement d'une enfant qui n'avait pas dormi plus de 3 heures d'affilée depuis des semaines, l'angoisse permanente, le ventre vide depuis presque 2 jours. Et pourtant, elle tenait. Parce que si elle s'écroulait, Sam tomberait avec elle. Depuis l'incendie qui avait ravagé leur immeuble du Bronx un an plus tôt, emportant leurs parents en pleine nuit, Lily n'avait plus eu le luxe de pleurer. Elle avait voulu crier, hurler, mais il y avait samedi. Toujours samedi. Ses grands yeux qui la regardaient avec confiance, sans comprendre pourquoi le monde s'était effondré autour d'eux. Elle s'était relevée pour lui, avait appris à mentir sur son âge, à sourire aux bonnes personnes, à se faire oublier quand c'était nécessaire. Ils avaient été placés dans un foyer d'accueil d'urgence pendant quelques mois, mais les services sociaux parlaient déjà de les séparer. 2 familles différentes. 2 villes différentes, peut-être. Alors une nuit, elle s'était enfuie. Sans bruit. Avec seulement un sac en toile, quelques vêtements, le carnet de Sam, et sa promesse silencieuse, « Je ne te laisserai jamais ». Depuis, la rue était devenue leur terrain de survie. Elle vendait des canettes, chantait parfois à la sortie des métros, lavait les pare-brises au feu rouge avec un chiffon trempé dans une bouteille d'eau sale. Les passants détournaient le regard. Certains lui jetaient quelques pièces. D'autres, des mots durs. Et parfois, quand la chance souriait, un croissant ou une part de pizza laissée dans une boîte encore tiède. Sam, lui, dessinait. Dans son carnet froissé, il traçait des maisons. Toujours des maisons. Des cabanes perchées dans les arbres, des immeubles colorés, des chambres avec des lits bien faits, des lampes de chevet allumées. Un jour, il lui avait montré un dessin et avait dit : « C'est notre maison à nous. Il y aura une porte qui ferme et une étagère pour les livres. Et une vraie salle de bain. » Elle avait souri. Faussement. Parce qu'elle n'y croyait plus vraiment. Mais elle avait hoché la tête, parce que Sam y croyait encore, et c'était tout ce qui comptait. Ce matin-là, Lily n'avait plus rien. Plus de nourriture. Plus de monnaie. Plus de mots d'encouragement à murmurer à samedi. Ses jambes tremblaient. Son estomac se contractait douloureusement. Et pourtant, elle se leva lentement, tenant son frère contre elle comme un trésor. Elle connaissait les habitudes du quartier. Les horaires des camions de livraison, les commerçants qui offraient parfois un chocolat chaud. Et surtout, elle savait qu'à 8 heures précises, l'homme qu'elle avait aperçu plusieurs fois à la télévision sortait de son café préféré, l'Ex et Son, un endroit chic fréquenté par les puissants du coin. Elle l'avait vu dans les journaux, sur des panneaux publicitaires. Il avait un visage dur, élégant, des cheveux bruns impeccablement coiffés, des yeux clairs, presque froids. Un costume toujours sur mesure. C'était Andrew Whitmore, fondateur de Whitmore Innovation, une entreprise de technologie verte devenue géante mondiale. Un génie, disait-il. Un requin, murmuraient d'autres. Mais Lily n'en savait rien. Elle n'avait pas lu les articles. Elle l'avait juste observé, plusieurs matins. Il sortait à la même heure, téléphone à la main, marchant vite. Les gens s'écartaient sur son passage. Et aujourd'hui, elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en elle, une étincelle de désespoir mêlée d'espoir brut, lui soufflait que c'était maintenant. Elle pressa Sam contre elle,
se redressa malgré le vertige. Le vent s'engouffra dans son manteau, la giflant de froid. Elle s'approcha du café, les jambes fléchissant à chaque pas. Puis elle s'arrêta juste devant la sortie. Andrew Whitmore, 39 ans, était un homme qu'on écoutait avant même qu'il parle. Patron de Whitmore Innovation, leader mondial des technologies de l'énergie propre, il incarnait l'Amérique du progrès, visionnaire, redoutable, imprévisible. Il avait transformé des idées abstraites en fortunes concrètes. À Wall Street, on le surnommait « le glacier », tant sa froideur et son implacable logique faisaient de lui une force inébranlable. Ses collaborateurs, même les plus proches, redoutaient ses silences plus encore que ses colères. Il ne tolérait ni l'approximation, ni la distraction, ni l'émotion. Dans ses bureaux de verre et d'acier, les sourires étaient rares et les conversations, brèves. Depuis la mort de sa femme, Helena, 7 ans plus tôt, une chute tragique lors d'un voyage en montagne, Andrew s'était refermé comme une forteresse. Aucun mot, aucune main tendue n'avait pu fissurer ce mur intérieur. Il avait enterré ses souvenirs, ses douleurs, ses couleurs. Il ne vivait plus que pour contrôler. Sa vie était une succession de chiffres, de réunions, de décisions. Sans place pour le hasard. Et encore moins pour la tendresse. Ce matin-là, comme tous les autres, il sortait du café, Lex et son téléphone à la main, déjà plongé dans les rapports d'investissement envoyés par Tokyo. Il avançait vers sa berline noire, moteur allumé, chauffeur en costume. L'univers autour de lui semblait calibré au millimètre, efficace, silencieux, froid. Puis, une voix l'interrompit. Faible. Cassée. Mais étrangement claire. Monsieur, je suis désolé de vous déranger. Je sais qui vous êtes. Je vous demande pas d'argent. Juste, est-ce que vous pourriez prendre mon petit frère? Il s'arrêta net. Lentement, il releva les yeux de son écran. Son regard d'abord agacé tomba sur une silhouette frêle, debout au bord du trottoir. Une fille. Une enfant. Elle ne devait pas avoir plus de 12 ans, mais son visage en paraissait 16. Les traits tirés. Les joues creuses. Des yeux d'un bleu trop grand pour son petit visage amaigri. Elle portait un manteau élimé, visiblement trop court. À ses pieds, un petit garçon s'accrochait à sa jambe, tenant un carnet de dessin contre sa poitrine. Andrew la fixa, silencieux. Il n'arrivait pas à comprendre ce qu'il venait d'entendre. Était-ce une demande d'aide? De pitié? Une tentative de chantage émotionnel? Mais non. Il n'y avait ni plainte, ni larmes, ni manipulation dans sa voix. Juste une fatigue abyssale. Et une noblesse douloureuse. Tu veux que je prenne ton frère? Demanda-t-il, un peu stupéfait. Elle hocha la tête. Calmement. Pas comme une enfant. Comme une adulte qui a trop vu. Il mérite mieux. Je suis fatiguée. Mais lui, il est encore pur. Il veut devenir architecte. Il aime dessiner des maisons. Il a des rêves. Et moi, je peux plus. Andrew sentit quelque chose, au fond de lui, se fissurer. Ce n'était pas de la pitié. C'était autre chose. Une secousse silencieuse, venue de très loin. De l'époque où il avait encore une sœur. Abby. Morte d'une leucémie à l'âge de 12 ans. Elle aussi aimait dessiner. Elle aussi avait regardé le monde avec ses mêmes yeux brûlants de lumière malgré la douleur. La mémoire s'imposa à lui comme une gifle, Abby dans son lit d'hôpital, tenant sa main. Abby disant, promets-moi de faire quelque chose de bien avec ta vie. Il avait tenu sa promesse, en apparence. Il avait bâti un empire. Mais avait-il vraiment fait quelque chose de bien? Il regarda à nouveau la petite fille. Elle ne demandait pas qu'on la sauve. Elle offrait son petit frère à un inconnu, comme un dernier acte d'amour, un sacrifice. Elle n'attendait rien pour elle. Et là, dans ce moment suspendu, quelque chose de rare se produisit dans l'esprit d'Andrew. Le contrôle céda la place à l'intuition. La logique au cœur. Une voix intérieure, enfouie depuis trop longtemps, se réveilla. Tu peux changer quelque chose. Maintenant. Sans un mot de plus, Andrew se tourna vers son chauffeur, debout à côté de la voiture. Il fit un simple signe de la main. Puis,
à l'enfant, d'une voix plus douce que tout ce qu'il avait prononcé depuis des années. Montez. Tous les deux. Les premiers jours furent un choc pour tous. Le trajet en voiture avait été silencieux. Lily gardait Sam serré contre elle, méfiante, les yeux fixés sur les vitres teintées. Elle n'avait pas osé s'adosser complètement au siège, comme si le confort lui était interdit. Sam, lui, observait tout avec de grands yeux, hypnotisé par le cuir noir, les lumières tamisées, le silence inhabituel. Il n'avait jamais vu l'intérieur d'un véhicule aussi propre. Il chuchota simplement. « On va où, Lily ? C'est chez lui ?» Elle n'avait pas su quoi répondre. La maison d'Andrew était perchée au sommet d'une colline de l'Upper West Side. Une façade de pierre claire, des colonnes imposantes, des vitres immenses. Un monde à l'opposé de tout ce que les enfants avaient connu. À peine arrivé, un majordome, M. Hawkins, s'était penché pour les accueillir. Lily avait instinctivement tiré Sam derrière elle, comme un petit animal acculé. Il n'avait presque rien dit les premières 48 heures. Lily refusait de se changer, refusait même de s'asseoir sur le lit trop moelleux, comme si elle avait peur de le salir. Elle dormait sur le tapis, à côté du lit de Sam, le manteau toujours sur le dos. Sam, lui, s'accrochait à elle au moindre bruit. La première fois qu'une porte claqua simplement à cause d'un courant d'air, il hurla, et Lily sursauta, les bras levés comme pour se battre. Andrew observait, silencieux. Il ne savait pas comment s'y prendre. Il ne parlait jamais aux enfants. Il ne parlait pas à grand monde, en réalité. Alors, il fit ce qu'il savait faire, il engagea les meilleurs. Et parmi eux, il y eut Ms. Clara Evans. Ancienne travailleuse sociale, au regard doux et à la voix posée, Clara avait passé 20 ans à s'occuper d'enfants blessés par la vie. Elle ne forçait jamais un contact. Elle laissait le silence s'installer, les regards flotter, les gestes s'approcher au rythme de la peur. Avec patience, elle gagna peu à peu leur confiance. Elle apporta à Lily des vêtements amples, confortables. Elle la guida vers une salle de bain privée et lui dit simplement. « C'est à toi maintenant. Tu n'as pas besoin de demander. » Lily la regarda longtemps, avant de hocher lentement la tête. Puis elle entra et resta sous la douche chaude pendant presque 1 heure. Elle ne pleura pas. Pas encore. Mais elle trembla, longtemps. Cette nuit-là, elle dormit 3 jours entiers. Un sommeil profond, sans rêve. Elle ne se réveilla que pour boire de l'eau ou caresser la tête de Sam en murmurant « Je suis là ». Puis replongeait aussitôt dans le noir. Quand elle ouvrit enfin les yeux, elle trouva à sa table de nuit un dessin de Sam, une maison colorée, un toit rouge, une porte jaune, et un soleil souriant dans un coin du ciel. En dessous, il avait écrit « Ma sœur a sauvé ma vie. Merci Lily. » Elle posa la feuille contre sa poitrine, ferma les yeux, et pour la première fois, elle pleura. Pas de peur. Mais d'un soulagement profond. Andrew, de son côté, restait en retrait. Il ne savait pas s'il devait intervenir ou s'effacer. Pendant des années, il avait tout résolu par des contrats, des acquisitions, des systèmes. Mais là, il n'y avait rien à posséder. Rien à contrôler. Juste, 2 enfants. Et pourtant, quelque chose en lui se mit à bouger. Un matin, en passant devant le salon, il vit Sam assis par terre, concentré sur son carnet. Il s'arrêta. « Tu dessines quoi ?» Le petit garçon leva les yeux, surpris. Il hésita, puis retourna le carnet vers lui. « C'est une école. Mais une école belle. Où les enfants dorment aussi s'ils n'ont pas de maison. » Andrew resta figé un instant. Puis il s'accroupit lentement. « Tu me la montres ? Comment tu fais les murs, là ?» À partir de ce jour-là, il lui demanda chaque soir ce qu'il avait dessiné. Et Sam lui expliqua, avec passion, ses murs porteurs, ses fenêtres larges pour faire entrer la lumière, ses toits en panneaux solaires. Quant à Lily, elle se montrait encore distante. Mais un soir, alors qu'Andrew feuilletait distraitement un livre dans la bibliothèque, elle entra timidement. « Vous avez des livres sur Rosa Parks ?» Il leva les yeux, étonné. « Oui, dans les laits. »« Clara vous a montré ?» Elle secoua la tête. « J'aimerais lire ça. » Ou Michelle Obama.
Ou Malala. Elles se sont pas laissées faire. Il la guida jusqu'à l'étagère. Elle choisit 2 biographies, puis s'assit au coin du feu, les jambes croisées, le regard concentré. Ce fut la première fois qu'ils partagèrent un silence confortable. Les jours passèrent. Lentement. Les silences s'épaissirent, mais perdirent leur dureté. Andrew observait Lily poser des questions à Clara, Sam courir dans le jardin. Le rire commença à revenir. Discret, timide, mais sincère. Et un soir, alors qu'ils terminaient le dîner dans une salle lumineuse mais calme, Lily demanda d'une voix à peine audible. « Pourquoi vous avez dit oui ? Ce jour-là. Quand je vous ai parlé. » Andrew posa sa fourchette. Le silence retomba. Il prit quelques secondes. Puis il répondit, la voix rauque, sans détour. « Parce que personne ne m'a jamais demandé quelque chose d'aussi pur, sans rien vouloir en retour. Et j'ai compris que j'étais face à quelqu'un de plus courageux que moi. » Lily baissa les yeux. Un sourire imperceptible naquit sur ses lèvres. Et dans les yeux d'Andrew, pour la première fois depuis 7 ans, une lumière fragile revint danser. 1 an plus tard, tout avait changé, et pourtant, les choses les plus précieuses étaient restées simples. La salle de conférence était bondée. Journalistes, investisseurs, figures publiques et représentants d'associations étaient venus écouter Andrew Whitmore, le magnate des énergies propres, dont la réputation de rigueur et d'isolement en avait toujours fait un orateur rare. On attendait des chiffres, des bilans, peut-être l'annonce d'un nouveau projet révolutionnaire. Mais ce matin-là, Andrew apparut sans son costume habituel, vêtu d'un blazer sobre et sans cravate. Il monta sur scène sans ses habituels assistants, et posa ses notes sur le pupitre, qu'il n'ouvrit jamais. Il leva les yeux vers la salle, respira profondément, puis prit la parole d'une voix posée. « Aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler d'innovation, ni de profit. Je suis ici pour parler d'un mot que j'ai méprisé pendant des années, la vulnérabilité. » Un murmure parcourut la salle. Certains sortaient déjà leur stylo, d'autres leur téléphone. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que la richesse se mesurait à la vitesse de nos réussites, à la hauteur de nos tours, au nombre de nos victoires. Mais il y a 1 an, un matin froid de février, une enfant s'est tenue devant moi, et m'a prouvé que j'avais tout faux. Le silence était total. Elle ne m'a pas demandé d'argent. Elle m'a demandé de sauver son frère. Sans rien attendre pour elle. Cette idée, cette force, cette dignité, m'ont bouleversé. C'est elle qui m'a poussé à créer la Fondation Hope et Brick, qui offrira des logements durables, des soins, et surtout, une éducation à long terme pour les enfants sans abri. Il marqua une pause. Son regard se perdit quelques secondes vers la première rangée. Cette idée ne vient pas de moi. Elle vient d'une enfant. Elle s'appelle Lily Parker. Elle a eu le courage de sacrifier ses rêves pour sauver ceux de son petit frère. Elle m'a appris ce que signifiait vraiment le mot « richesse ». La salle éclata en applaudissements, mais Lily, elle, ne bougeait pas. Assise au premier rang, elle portait une robe simple, bleue comme le ciel qu'elle n'avait pas vu pendant trop longtemps. Ses cheveux étaient tressés en une natte élégante, et sa main tenait fermement celle de Sam, qui fixait la scène avec des étoiles dans les yeux. Des larmes silencieuses coulaient sur les joues de Lily. Elle n'essayait pas de les cacher. Elle n'avait plus honte d'être émue. Car pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus froid. Ce jour-là, les photos firent le tour du pays. Le magnate qui ne souriait jamais apparaissait, la main posée sur l'épaule d'une adolescente au regard droit. Les médias cherchèrent des explications, des analyses. Certains y virent un coup de communication. Mais ceux qui avaient vraiment regardé dans les yeux d'Andrew ce jour-là savaient, ce n'était pas un discours. C'était une renaissance. Ce que la presse ne savait pas encore, c'est qu'Andrew avait adopté Lily et Sam quelques semaines plus tôt, en toute discrétion. Pas de cérémonie, pas de communiqué officiel. Il avait simplement signé les papiers dans son bureau, la main un peu tremblante, puis il avait attendu Lily dans la cuisine. Quand elle était arrivée, il lui avait tendu une enveloppe. « Tu es officiellement chez toi. Tu l'as toujours été. Mais maintenant, c'est écrit. » Elle l'avait regardé sans parler, puis elle s'était jetée dans ses bras. Le contact fut maladroit comme tout ce qui était vrai. Mais dans cette étreinte silencieuse,
Andrew sentit pour la première fois depuis la mort d'Elena qu'il n'était plus seul. Quelques jours après la conférence, par une soirée douce de printemps, Lily était sortie dans le jardin. Sam dormait déjà. L'air embaumait les cerisiers en fleurs. Le ciel était clair, parsemé d'étoiles. Andrew était assis sur un banc en pierre, une tasse de thé fumante entre les mains. Lily s'approcha doucement et s'assit à côté de lui. Elle regarda les arbres, puis le ciel, puis dit simplement. « Je pensais que ma vie finirait dans la rue. Sans jamais revoir un toit. Sans école. Sans avenir. Vous m'avez donné tout ça. » Andrew tourna la tête vers elle. Il la regarda longuement, puis posa une main sur son épaule. « Non, Lily. C'est toi qui m'as donné un avenir. » Elle sourit, les larmes au bord des cils, mais le visage calme. Et dans cette nuit paisible, il sut qu'il avait trouvé ce qu'il avait toujours cherché. Pas une entreprise. Pas un héritage. Une famille. 10 ans plus tard, le monde avait bien changé. Pas seulement à cause de nouvelles technologies ou de promesses politiques. Mais parce que 2 enfants, autrefois invisibles dans les rues de New York, avaient décidé de construire un pont entre la douleur et l'espérance. Dr. Lily Parker Whitmore n'était plus la petite fille au manteau rapiécé, endormie dans le froid avec son frère. Elle était désormais une femme brillante, respectée dans les cercles internationaux de la philanthropie et du droit humanitaire. Elle avait terminé un double doctorat en droit social et en psychologie, puis pris la tête de la fondation OP-BRIC, devenue en 10 ans un modèle mondial d'aide intégrée pour les enfants sans abri. Sous sa direction, la fondation avait bâti plus de 300 centres dans 17 pays. Mais ce n'était pas juste des abris. C'étaient des lieux de vie. Des endroits où chaque enfant avait un lit, une lampe, un livre, et surtout, un regard bienveillant posé sur lui. Là-bas, on n'était pas un dossier. On était une voix, un rêve, une promesse. Lily dirigeait tout cela avec le cœur d'une survivante et la rigueur d'une architecte sociale. Elle savait ce que signifiait avoir faim. Avoir peur. Être invisible. Elle n'oubliait rien. Chaque décision était prise en pensant à celle qu'elle avait été, blottie contre un mur de briques avec Sam. Sam, justement, était devenu ce qu'il avait toujours rêvé d'être, architecte. Mais pas un architecte de prestige ou de gratte-ciel. Non. Il concevait des logements dignes, écologiques et lumineux, pour les jeunes en situation de précarité. Il passait plus de temps sur les chantiers que dans des bureaux, les chaussures pleines de poussière, mais les yeux brillants. Il avait appelé sa première série de logements Les Maisons du Soleil, en hommage au dessin qu'il avait offert à Lily, 10 ans plus tôt. Chacune comportait une petite bibliothèque, une chambre individuelle, et un coin pour dessiner. Il insistait pour que les enfants aient une fenêtre orientée vers l'est, pour qu'ils voient le jour se lever, même quand la nuit a été longue. Et Andrew, lui, était toujours là. Moins dans la lumière, plus dans l'ombre. Il n'aimait pas les interviews, ni les trophées, ni les dîners de gala. Mais il venait discrètement aux inaugurations. Il écoutait les discours, la gorge nouée, les mains croisées dans le dos. Il avait vieilli, bien sûr. Ses tempes s'étaient argentées, ses gestes ralentis. Mais dans ses yeux, une paix nouvelle brillait, profonde, inébranlable. Car chaque jour, il regardait ces 2 jeunes adultes marcher dans un monde qu'ils aidaient à réparer. Un monde qu'il n'aurait jamais su rêver sans eux. Un matin, alors qu'il visitait un tout nouveau centre pour filles sans abri à Baltimore, Lily l'entraîna à l'écart et dit doucement. « Tu sais que sans toi, on ne serait pas là. Tu nous as sauvés. » Il hocha lentement la tête, pensif. « Peut-être. Mais je n'ai fait que répondre à un appel. C'est vous qui avez tout bâti. Moi, je n'ai fait que vous suivre. » Sam arriva à ce moment-là, son casque de chantier à la main, et lança avec un sourire. « Tu nous as donné un toit. On t'a appris à ouvrir ton cœur. On est quitte. » Et tous 3 rirent. Un rire simple. Pur. Comme celui qu'on entend chez ceux qui ont traversé l'orage, et choisi de semer la lumière. Car parfois, ce ne sont ni les riches, ni les puissants, ni les savants qui montrent la voie. Mais les plus petits. Les plus pauvres. Les plus oubliés. Ceux qu'on ne voit pas. Ceux qu'on n'écoute pas.
Ceux qu'on évite dans les rues glacées de février. Ce sont eux qui nous rappellent, sans même le vouloir, ce que signifie aimer sans condition, offrir sans retour, et croire, même quand il n'y a plus rien à espérer. Et c'est ainsi que naissent les plus belles révolutions silencieuses. Non pas dans les discours, mais dans un regard d'enfant, tendu vers un avenir qu'il ose encore dessiner.